Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau tuto, on passe tout de suite à la phase de magie. Alors la phase de magie a plusieurs séquences, donc on doit tirer une carte si on a imprimé les cartes, donc il existe 8 cartes, ou alors on peut lancer un dé à 8 faces. Bon là c'est un dé à 10 faces, mais ça peut être utilisable aussi si on relance le 9 et le 10. Avantage des cartes quand même, c'est qu'on ne perd pas de temps à lancer un dé quand on est avancé dans la partie. Si on a déjà tiré la carte flux, il faut relancer le dé, donc c'est pas très pratique. Moi je vous conseille donc d'imprimer les cartes. Donc début de phase de magie, on tire la carte, ensuite on siphonne le voile, donc c'est une étape qu'on verra juste après. On lance les sorts avec les figurines qui ont des sorts. L'adversaire peut tenter de le dissiper ou pas, et on passe à un autre sort, ainsi de suite. Il tente de le dissiper ou pas, et la phase de magie s'arrête. Les figurines qui peuvent lancer des sorts, qui ne sont pas des sorts liés, puisqu'il existe des objets avec des pouvoirs magiques, on les verra juste après également, donc sont appelés magiciens. Il y a 3 catégories de magiciens, donc les apprentis, les adeptes et les maîtres, donc qui ont des niveaux de puissance différents. Et bien sûr, quand on constitue sa liste, ils vont avoir un coût en points différent. Plus notre sorcier est puissant et plus il coûtera cher, ça paraît logique. Donc il y a en premier l'apprenti magicien. Donc l'apprenti magicien ne connaît qu'un seul sort. Et il peut choisir que les sorts qui sont dans les domaines de magie. Dans les domaines de magie, il y a 6 sorts. Donc l'apprenti magicien ne peut choisir que les sorts de 1 à 4 ou le sort héréditaire. Ensuite, il y a l'adepte magicien. Donc l'adepte magicien connaît 2 sorts, tout comme l'apprenti, il connaît que 2 sorts parmi le sort 1 à 4, plus le sort héréditaire. Et en plus, il gagne canalisation 1. Donc ça, c'est quand on va devoir siphonner le voile pour nous rajouter des dés de magie. Et ensuite, le plus puissant des magiciens qui est le maître magicien. Donc lui, il connaît 4 sorts. Il n'est pas limité sur les sorts qu'il connaît. Il choisit les sorts de 1 à 6 ou le sort héréditaire. Il gagne canalisation 1, tout comme l'adepte. Et en plus, il a un modificateur de lancement de plus 1. Donc ce modificateur, en fait, quand on va jeter un sort, donc on va jeter 1, 2, 3, 4 ou 5 dés, on aura plus 1 au résultat des dés. Donc pour lancer des sorts, il nous faut des dés de magie. Donc lors de la phase de magie, les sorts sont lancés et dissipés au moyen d'une réserve de dés appelée dés de magie. Le nombre de dés de magie reçus par un joueur au cours de chaque phase de magie est déterminé par la carte flux tirée lors de cette phase. Concrètement, la carte numéro 1 me donne 4 dés de magie et 3 marqueurs voile qu'on verra juste après. La carte 2, 5 dés de magie. La carte 3, 5 dés également. La carte 4, 5 donne 5 dés. La carte 6 et 7 me donnent 6 dés. Et la carte 8 me donne 7 dés. Donc, ces cartes de magie sont tirées aléatoirement. C'est pas parce qu'on va être au premier tour qu'on va avoir la flux numéro 1. Au tour numéro 2, etc. Puisque la partie se compose en 6 tours et on a 8 cartes. Donc si c'était le cas, la carte 7 et 8 ne serviraient pas. Alors, généralement, on demande à l'adversaire de mélanger ses cartes. Bien sûr, il ne faut aucun doublon sur les cartes. Toutes les cartes sont à usage unique. Ce n'est pas on demande à l'adversaire de mélanger, on tire la carte. Et au prochain tour, on remet les 8 cartes, on redemande à l'adversaire de mélanger. Généralement, on prend les cartes, on demande à l'adversaire de les mélanger, on met face cachée sur le côté de la table et on prend la première pour le tour numéro 1. Ensuite, elle sera mise sur le côté. Au tour 2, on prend la carte qui est dessus et ainsi de suite. Nous allons voir maintenant comment utiliser ces cartes de magie. Donc, comme je vous l'ai dit, hop, on va mélanger les cartes. Il nous faut donc une main innocente telle que la mienne.
On les met face cachée, tour numéro 1, je prends la première carte, je tombe sur la flûte numéro 3. La flûte numéro 3 nous dit que nous possédons 5 dés de magie. Donc on va prendre les dés. Hop, il m'en faut un dernier. Donc 5 dés de magie et 5 marqueurs voiles. Donc on les représente par des pions. Voilà. Ensuite, je regarde si j'ai des adeptes ou des maîtres magiciens. Admettons que j'ai un apprenti, un adepte et un maître. Donc, ils ont canalisation 1 pour 2 d'entre eux. Donc, la canalisation 1 me donne un marqueur pour chaque sorcier qui est en canalisation. Donc, j'ai un adepte et un maître. L'apprenti n'a pas cette règle. Si j'ai d'autres unités qui ont cette règle canalisation, je rajoute autant de marqueurs voiles que j'ai de canalisation. Donc là, ça me rajoute 2. Je tombe à 5 de base, plus 2 pour les canalisations, ce qui me fait 7. J'ai le droit de convertir des marqueurs voiles en dés de magie. Donc cette conversion se fait de 3 marqueurs voiles pour 1 dé. C'est-à-dire que ici, je peux défausser 3, 3 et il va me rester 1. Je peux potentiellement avoir 2 dés supplémentaires que je peux convertir. Je ne suis pas obligé forcément de faire cette conversion. Par contre, il faut savoir que je peux garder une réserve de marqueurs voiles jusqu'à 3 marqueurs voiles. Concrètement, si je décide de convertir 2 dés, donc je me défausse de 6 marqueurs voiles et il va me rester un marqueur voile pour ma prochaine phase de magie. Par contre, si je décide de ne prendre qu'un seul dé, donc je vais me défausser de 3 marqueurs voiles pour gagner un dé, et ma réserve de marqueurs voiles ne pouvant aller que à 3, donc je vais me mettre 3 marqueurs voiles de côté pour la prochaine phase de magie, et le marqueur voile qui me restait est perdu. Prenons un autre cas aussi qui est la limite qui peuvent être convertis de marqueurs voiles en dés de magie. Admettons plus tard au cours de la bataille que j'ai chopé la carte numéro 5 qui me donne 5 dés de magie et 9 marqueurs voiles. Voilà. Admettons que je joue contre un adversaire qui est démon. La règle démon dit que à chaque phase de magie, le joueur démon plus son adversaire lors de leur phase de magie gagne 2 marqueurs voiles. Voilà. Et j'ai toujours ma triplette de magiciens, donc qui est l'apprenti, l'adepte et le maître. L'apprenti n'ayant pas la règle canalisation, j'ai mon adepte et mon maître. Ce qui me fait 3, 6, 9, 12 et un 13 marqueurs. Je peux très bien me prendre 4 dés supplémentaires pour chaque triple marqueur. Ou alors, je peux en prendre que 1 et garder 3 marqueurs, mais du coup je sacrifie 7 marqueurs voiles. Je peux très bien en prendre 2 pour garder 3 marqueurs et en sacrifier 4. Je peux en prendre 4 pour garder un seul marqueur voile et avoir une grosse réserve de magie. La limite est de conversion de marqueur voile en dés de magie est de maximum 4. Si par le plus grand des hasards, je jouais une liste avec énormément de magie, beaucoup de canalisation et que je me retrouvais avec 15 marqueurs voiles, dans la limite de 3 marqueurs voiles pour un dé de magie, je pourrais potentiellement choper 5 dés de magie. Sauf qu'une limite a été faite et je ne peux recevoir que maximum 4 dés de magie. Donc ça va me défausser 12 marqueurs. Et ici, je n'aurai aucun choix. Je devrais forcément en garder 3. Il y a aussi certaines armées qui peuvent générer des marqueurs voiles en dehors de l'étape siphonner le voile.
donc comme les hautes lignées elfes qui peuvent voler des marqueurs voile à l'adversaire pendant sa phase de magie. Il y a les démons qui peuvent garder jusqu'à plus que 3 marqueurs voile, donc la limite c'est 6. Donc s'il y a des armées qui peuvent générer des marqueurs voile en faisant des dégâts, en le prenant à l'adversaire, et que nous avons déjà des marqueurs voile de côté, cette limite passe à 6. Donc pendant siphonner le voile, on peut en garder 3. Et si au cours du tour de la prochaine phase de magie que vous allez faire, vous gagnez des marqueurs voile, vous ne pourrez pas en gagner plus que 6. Maintenant, nous allons voir donc la propriété des sorts. Il existe 6 propriétés. Donc d'abord, il y a sa classification. Donc ici, vous voyez pour Hurlement glaçant, c'est le sort numéro 4. Invocation totémique, le sort numéro 5. Briser la volonté, sort numéro 6, et ainsi de suite. Et ici, nous avons le petit A pour qui signifie l'attribut du domaine. Concrètement, c'est quand je vais lancer un sort, que ça soit n'importe lequel des 6, et qu'il n'est pas dissipé par l'adversaire, donc que le sort soit lancé avec succès, l'attribut du domaine se mettra automatiquement en place. Ensuite, nous avons le nom du sort, donc Hurlement glaçant pour le sort numéro 4, Éveiller la bête pour le 1, donc ça c'est quand on va annoncer à l'adversaire quel sort on va lancer. Ensuite, en petit 3, nous avons la valeur de lancement. Donc ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, donc en dessous du numéro du sort, nous avons des valeurs de lancement. Donc un 6+, pour la version basique et une version améliorée, donc qui va booster le sort à 10+. Ensuite, nous avons le type de sort. Donc le type de sort, nous avons sa portée. Et nous avons le type de sort, donc Hurlement glaçant, qui est de type malédiction. L'invocation totémique, qui a une valeur de soit 10+, soit 12+, en fonction du sort qu'on veut faire. Une portée de 96 pouces, et c'est un type marqueur. Ensuite, nous avons la durée du sort. Donc la durée du sort qui dure un tour, donc jusqu'à notre prochaine phase de magie. Ici, nous avons immédiat. Et ici, nous avons un permanent. Donc, nous avons différentes classifications, enfin durées plutôt. Et on va voir juste après les restrictions qu'il y a suivant les durées. Et enfin, pour finir, nous avons les effets. Donc, pour briser la volonté, la cible subit un malus de -1 pour toucher et traite tous les décors, y compris les terrains découverts, comme des terrains dangereux de classe 2. Voilà, la fureur sauvage, la cible gagne les règles ardeur guerrière, frénésie et sans peur. Donc ça définit l'effet du sort. Maintenant, nous allons voir la classification des sorts. Donc les sorts appartiennent à une ou plusieurs catégories suivantes. Donc nous avons la première catégorie qui sont les sorts appris. Donc tous les sorts identifiés par un numéro, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont des sorts appris. Il s'agit des principaux sorts d'une voie, généralement numérotés de 1 à 6. Le numéro qui leur est attribué joue un rôle dans la sélection des sorts. Concrètement, c'est comme je vous ai parlé tout à l'heure, l'apprenti ne connaît qu'un sort et il ne pourra choisir dans la voie du chamanisme, puisqu'on est dans la voie du chamanisme, il existe 10 catégories. Donc il pourra choisir n'importe lequel de ces sorts, sachant que l'attribut est automatiquement connu par tous les magiciens. Il ne pourra choisir que les sorts de 1 à 4, donc invocation totémique et briser la volonté, qui sont les sorts numéro 5 et 6, ne pourront pas être connus par l'apprenti. Et il ne connaîtra qu'un seul sort parmi les 4. À lui de choisir celui qu'il veut. L'adepte connaît forcément l'attribut du chamanisme s'il est du domaine du chamanisme. Tout comme l'apprenti, il ne connaît que les sorts 1, 2, 3 ou 4 et il en choisit 2 parmi les 4 qui lui sont proposés. Le 5 et le 6 ne peuvent pas être choisis par l'adepte. Et enfin, le maître magicien, donc idem, il connaît forcément l'attribut.
de ce domaine, si il est de ce domaine, et par contre, il connaîtra 4 sorts parmi les 6 disponibles. Donc le master, le maître, est le seul à pouvoir accéder aux sorts 5 et 6. Au cours de la même phase de magie, chaque joueur ne peut faire qu'une seule tentative de lancement pour chaque sort appris, quand bien même plusieurs magiciens connaîtraient le même sort, à moins que ce soit un sort réplicable. Ce qui veut dire que, admettons, j'ai mon apprenti et mon adepte qui connaît tous les deux le sort Éveiller la bête, qui est le sort numéro 1, donc il leur est accessible. Ce sort n'a pas la règle réplicable, donc réplicable c'est marqué sur la carte REP pour REP. Je connais 2 fois le sort, par contre je ne peux tenter de le lancer qu'une seule fois. Ensuite, nous avons les sorts héréditaires. Donc les sorts héréditaires sont propres à chaque armée que vous jouez. Il existe un sort héréditaire pour chaque armée. Vous pouvez, au lieu de choisir un sort du domaine accessible par les magiciens qui est dans votre livre d'armée, vous pouvez tenter à la place de choisir le sort héréditaire de votre armée. Maintenant, on va revenir plus en détail sur l'attribut de la voix. Donc, elles sont notées avec la lettre A sur la carte, si vous les avez imprimées. Donc là, ici, c'est la scarification pour le domaine du chamanisme. Tous les domaines de magie n'en ont pas forcément. Par contre, si elles n'en ont pas, elles ont un petit boost comme la thaumaturgie qui vous permet de relancer les 1 quand vous lancez un sort. Si vous jetez 3 dés et que vous obtenez un As, vous devez relancer l'As sur le domaine. En contrepartie, quand vous obtenez un fiasco, donc chose que l'on verra juste après, vous avez un modificateur de +1 sur le tableau des fiascos. Nous avons le sort de l'évocation qui vous permet à chaque sort lancé de générer un marqueur voile dans votre réserve, sauf que vous ne pouvez pas dépasser 3 marqueurs voile dans votre réserve. Donc les attributs de la voix sont des sorts particuliers qui ne peuvent pas être lancés indépendamment. Donc ce sont des choses qui se lancent automatiquement, qui se déclenchent automatiquement quand vous lancez un sort de la voix choisie. Donc si je veux lancer Éveiller la bête, que mon adversaire ne le dissipe pas, l'attribut scarification se mettra directement en place. Mon adversaire ne pourra rien faire là-dessus. Si j'ai 2 magiciens avec le domaine du chamanisme, j'arrive à passer avec chacun de mes magiciens un sort, donc Éveiller la bête et Essaim d'insectes pour l'autre magicien. Je vais avoir l'attribut qui va se déclencher et pour Éveiller la bête et pour Essaim d'insectes. Enfin, nous avons les sorts réplicables. Donc les réplicables sont notés REP sur la carte, comme le domaine, le sort héréditaire des démons, qui est la lance d'infini. Je peux le lancer plusieurs fois, mais avec des unités différentes. Donc la seule limitation que vous avez, c'est que si vous jetez ce sort et que vous le ratez, vous ne pouvez pas le relancer avec la même unité. Vous pouvez le relancer avec un autre magicien qui connaît le sort, et même si vous avez lancé avec succès ce sort, une autre unité pourra le relancer également. Enfin, pour finir, nous avons les sorts liés. Donc certains sorts sont classifiés comme des sorts liés qui suivent d'autres règles que les sorts ci-dessus. Concrètement, un sort lié, tout comme la baguette de bataille que nous avons dans les objets magiques, elle a un sort, alors je ne l'ai pas en tête, mais ça doit être du 4/8. Ce qui veut dire que en fait, nous avons 2 niveaux de puissance. Admettons que j'ai 6 dés dans ma réserve de magie. Si je veux le lancer en petite puissance, je vais prendre la valeur de 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais défausser 2 de mes dés et l'adversaire devra faire un 4 ou plus en utilisant n'importe quel nombre de dés qui lui sont accessibles pour dissiper ce sort. Si je veux l'envoyer dans sa plus grosse version, donc c'était 4/8, la valeur de lancement va être de 8. Par contre, je vais devoir
défausser 3 dés. Et l'adversaire devra faire un 8+ pour dissiper ce sort. Je n'ai pas besoin de lancer les dés, il sera automatiquement lancé si j'ai suffisamment de dés. Après, à voir si vous préférez le lancer à 2 dés ou 3 dés, suivant votre niveau de puissance accessible. On passe maintenant au type de sort. Donc, les sorts ont différents types et ça détermine quelles cibles peuvent être choisies pour ce sort. À moins que le contraire ne soit précisé sur le sort, il ne peut y avoir qu'une seule cible et celle-ci doit être une unique unité. Si un sort a plusieurs types, appliquez l'ensemble des restrictions de chacun de ces types. Par exemple, un sort qui a le type direct, malédiction et portée 12 pas, la cible ne peut être qu'une seule unité ennemie qui se trouve au moins partiellement dans l'arc frontal du lanceur et à 12 pas ou moins de lui. Donc, concrètement, éveiller la bête a une portée de 18 pas et c'est une amélioration. C'est-à-dire que pour le lancer, je dois choisir mon magicien. C'est une amélioration, donc je ne peux cibler que des unités alliées ou une figurine alliée si également de type focalisé. Donc si c'est du focalisé, je peux cibler directement, si j'avais un personnage dans mon unité de lancier, je peux directement le lancer sur mon personnage. Là, pour éveiller la bête, donc c'est une amélioration de 18 pouces, donc ça va cibler une unité qui est n'importe où à 18 pas de mon magicien. Nous avons des sorts de type aura, donc ce sort a un effet de zone. Ces effets s'appliquent à toutes les cibles possibles, conformément aux autres types de sorts qui se trouvent à X ou moins du lanceur. Par exemple, un sort de type amélioration aura et portée 12 pas cible toutes les unités alliées à 12 pas ou moins. Donc là, plutôt que d'avoir qu'une seule cible, ça va toucher toutes les cibles alliés, puisque si c'est une amélioration, ça va cibler que les alliés, pas les ennemis. Si c'était une malédiction en aura à 12 pas, ça ciblait toutes les figurines ennemies, enfin toutes les unités ennemies à 12 pas autour du lanceur. Ça ne ciblerait pas vos unités à vous. Ensuite, nous avons le type dégâts. Donc la cible ne peut pas être engagée au combat. Donc ça, c'est facile. C'est si vous êtes dans un corps à corps, vous ne pouvez pas cibler l'unité ennemie qui est au corps à corps. Ensuite, nous avons le direct. Donc la cible doit se trouver au moins partiellement dans l'arc avant du lanceur. Donc ça, c'est plutôt simple. J'ai perdu mon laser, le voilà. Donc dans l'arc avant, si c'est mon magicien qui est en haut, donc l'arc avant, ici, et ça va prendre tout ce qui se trouve jusque là. Donc ce seront les cibles éligibles. Et ensuite, il va falloir regarder la portée. Ensuite, nous avons le focalisé, donc seule une figurine peut être prise pour cible, par exemple un personnage à l'intérieur d'une unité, comme on vient de le voir. Si la cible est une figurine multi-éléments, comme un char avec 2 membres d'équipage ou de monture, ou un cavalier et son cheval, seul un élément de cette figurine peut être prise pour cible, ou comme un perso monté sur un dragon ou un monstre, je pourrais prendre soit le personnage, soit la monture. Ensuite, nous avons le type lanceur, donc ne peut cibler que la figurine qui lance le sort, à moins que le sort soit aussi de type focalisé. Tous les éléments de la figurine seront affectés. Donc, si j'ai mon personnage dans une unité, que c'est de type lanceur, ou comme la tribu ici, qui est la scarification, son type est lanceur. Donc, quand je vais lancer un sort, l'attribut sera uniquement sur le magicien qui a lancé la voie. Et si c'est de type focalisé, non, c'est à moins que le sort ne soit focalisé, donc tous les éléments de la figurine sont affectés. Ce qui veut dire que si j'ai un magicien sur dragon, que j'ai le type lanceur, ce sera le magicien ainsi que le dragon qui seront affectés par le sort.
Donc si c'est par contre focalisé et que je suis monté sur dragon, ça sera simplement le personnage. Ensuite, nous avons le type malédiction. Donc ça, c'est comme l'amélioration, sauf que ça va cibler que les unités ennemies. Ou une figurine ennemie si également de type focalisé. Ensuite, nous avons marqueur. Donc ne cible pas des unités ou des figurines, mais un point sur le champ de bataille. Tout comme l'invocation totémique, donc qui invoque une bête totémique. Celle-ci est placée à 1 pouce ou 10 pouces, suivant la version du sort qui est lancé, ou moins du bord de table. Donc là, je vais choisir un point à 96 pas, admettons que je l'envoie en petite version, à 1 pouce du bord de table, ou moins, et je placerai une figurine de bête totémique. Ensuite, nous avons la portée X. Donc ce sort a une portée de lancement maximale, là où les cibles doivent être localisées à X pouces ou moins du lanceur. Cette portée de lancement est toujours indiquée dans la colonne correspondante dans le profil du sort. Tout effet qui altère la portée d'un sort n'affecte aucunement les autres distances éventuellement mentionnées dans l'effet de ce sort. Concrètement, c'est la portée du sort, donc portée pour hurlement glaçant de 36 pouces, éveiller la bête 18 pouces, l'invocation totémique 96 pouces. Voilà, c'est vraiment la portée du sort et il peut y avoir des altérations. Donc sur le domaine de druidisme, je crois que nous avons un sort qui peut être la portée, on va dire 12 pouces, qui peut être soit la portée du lanceur, soit à partir d'un terrain. Je crois que ça peut être aquatique. Donc si nous avons un plan d'eau sur le champ de bataille, je peux prendre la distance qui était de 12 pas pour l'exemple et je mesure ce qui est à portée de 12 pas du plan d'eau pour lancer mon sort. Ensuite, nous avons le type projectile. Donc le lanceur doit avoir une ligne de vue sur la cible et ce sort ne peut être lancé si le lanceur ou son unité est engagé au combat. Donc concrètement, je ne peux pas avoir mon magicien qui est devant un bâtiment, il ne verrait rien, donc un terrain infranchissable, ou alors si mon magicien est engagé au combat, ou même si il se trouve dans l'unité, mais que lui n'est pas en contact socle à socle avec l'unité ennemie, il est quand même considéré comme étant engagé au combat, et donc les projectiles, je ne pourrais pas lancer des sorts avec le type projectile. Ensuite, nous avons unité du lanceur, donc ne peut cibler que l'unité dans laquelle se trouve le lanceur, sachant que s'il est tout seul, eh ben, ce sera le seul à pouvoir bénéficier du sort. Et enfin, pour finir, le type universel, donc peut cibler des unités ou figurines s'il s'agit d'un type focalisé, tant allié qu'ennemi. Donc là concrètement, la fureur sauvage est de type universel, donc la cible gagne ardeur guerrière, frénésie et sans peur, donc je peux soit le mettre chez l'ennemi, soit sur une de mes unités. Maintenant qu'on a vu le type de sort, il y a la durée du sort, donc ça c'est noté sur le côté des cartes. Donc là nous avons éveillé la bête pour un tour, l'essaim d'insectes pour permanent, la fureur sauvage un tour, invocation totémique immédiate. Donc il existe trois types de sorts. Donc immédiat, le sort n'a pas de durée, les effets sont résolus dès que le sort est lancé, après quoi il prend fin immédiatement. Donc l'invocation totémique, je peux invoquer une bête totémique, celle-ci est placée à 1 pouce ou moins du bord de table, ce qui veut dire que je vais placer une figurine et le sort prend fin. Ensuite, nous avons la durée 1 tour, les effets durent jusqu'au début de la prochaine phase de magie du lanceur. Si une unité affectée se divise en plusieurs unités, si par exemple un personnage qui était dans l'unité la quitte, chacune de ces unités continue d'être affectée par le sort. Les personnages qui rejoignent une unité déjà affectée par le sort ne sont pas concernés, tout comme les unités rejointes par des personnages affectés par l'effet d'un sort qui dure un tour ne sont pas affectés non plus.
concrètement, le sort éveiller la bête, si je le lance sur une unité, c'est l'ensemble des figurines, personnages compris, qui ont l'effet du sort jusqu'à ma prochaine phase de magie. Si un de mes personnages quitte l'unité alors qu'ils étaient sous l'effet de ce sort, les deux unités bénéficient de ce sort. A contrario, si j'avais une unité qui était sous éveiller la bête, si j'ai un perso qui rejoint l'unité qui était sous le sort ne bénéficie pas du sort éveiller la bête. Et également, si mon personnage était affecté par ce sort qui rejoint une unité qui n'est pas affectée, l'unité ne sera pas affectée non plus. Et enfin, le type permanent, donc les effets durent jusqu'à la fin de la partie ou jusqu'à ce qu'une condition décrite par le sort soit remplie. Ces effets ne peuvent être annulés par aucun autre moyen que cette condition. Si une unité affectée se divise en plusieurs unités, suivez les mêmes règles que pour les sorts qui durent un tour. Donc, l'essaim d'insectes, qui est de type permanent, il est stipulé que dès que ce sort est lancé avec succès, la cible subit immédiatement 5 des 6 touches de force 1, pénétration d'armure 0 avec attaque magique. Si au moins un point de vie est retiré, la cible subit un malus de -1 pour toucher avec ses attaques de tir. Ce sort prend fin dès que la cible effectue une marche forcée, un mouvement simple, un mouvement de charge, y compris de charge ratée, ou une poursuite. Donc là, nous avons un marqueur permanent avec une condition. Donc la condition, c'est que la cible fasse un mouvement, donc soit de charge, de poursuite, mouvement simple ou marche forcée, pour mettre fin à l'effet de ce sort. Sauf qu'il y a aussi d'autres sorts qui sont permanents et qui vous ne pourrez pas les dissiper. Aussitôt qu'il sera lancé, ce sera jusqu'à la fin de la partie. Et si un personnage est affecté, si un personnage dans une unité est affecté par un sort, si le personnage sort et qu'il était affecté par le sort avec l'unité, il sera également affecté en sortant. Donc maintenant qu'on a vu comment générer les dés de magie, siphonner le voile et voir les différents types de sorts, nous allons passer à la séquence de lancement de sorts. Donc chacune des figurines qui n'est pas en fuite, donc si vous avez un magicien en fuite, vous ne pourrez pas lancer de sort. Ce magicien ne pourra pas lancer de sort. Si vous avez d'autres magiciens qui ne sont pas en fuite, vous pourrez lancer des sorts avec ceux-là. Donc, qui possède au moins un sort peut tenter de lancer chacun de ces sorts une fois par phase de magie. Donc, si je connais 2 sorts, je peux lancer mes 2 sorts. Si j'en connais qu'un, je ne peux lancer qu'un sort. Et je ne peux le faire qu'une fois, hormis si c'est un sort réplicable, mais avec un magicien différent. Donc, cette figurine est appelée le lanceur. Une tentative de lancement peut être faite pour chaque sort au cours de la même phase de magie. Même si ce sort est connu par différents magiciens, rappelez-vous que le sort lié, les attributs de la voix et les sorts réplicables ignorent cette restriction. Donc, chaque lancement de sort est résolu de la manière suivante. On tente de lancer le sort. Ensuite, il peut y avoir une tentative de dissipation par l'adversaire. En cas de perte de concentration, donc le fiasco de type 1, on verra les effets. Ensuite, on résout les effets du sort. Et le cas échéant, choisissez là où les cibles et l'attribut de la voix et résolvez ces effets. Et ensuite, on applique les éventuels fiascos. Alors, pour tenter de lancer un sort, chaque tentative de lanceur est résolue ainsi. Donc, petit 1, le joueur actif indique quel magicien tente de lancer le sort, puis le nombre de dés de magie qu'il va utiliser à cette fin. Il doit préciser s'il opte ou non pour une version améliorée ou amplifiée du sort et désigne la cible du sort. Le joueur doit tenter de lancer entre 1 et 5 dés de magie dans la limite de sa réserve. Donc si j'ai 6 dés de magie, je peux tenter de lancer un sort, un premier sort. Je peux prendre entre 1 et 5 dés. Je ne pourrai pas prendre mes 6 dés. J'ai une limite. Il faut également, donc je dis, ce magicien tente de lancer le sort éveiller la bête en amélioré.
Donc passer de 6 à 8, donc ça sera du 8 plus sur telle unité, et je vais prendre, admettons, 3 dés pour lancer ce sort. Ensuite, petit 2, le joueur actif lance le nombre de dés de magie annoncé en les ôtant de sa réserve. Additionnez les résultats des dés avec les modificateurs de lancer. Donc si on a +1 ou -1, si c'est un maître magicien, j'ai +1 pour lancer mes sorts. Donc si je tente de lancer éveiller la bête en amélioré, qui a une valeur de 8, je lance 3 dés. Si je suis un maître, j'ai +1. Donc j'ai fait 4 et 2, 6 et 2, 8. Je suis un maître magicien, j'ai +1, je passe à 9. Pour une valeur de lancement de 8, mon sort est lancé avec succès. Sauf que mon adversaire, en petit 3, la tentative de lancement est réussie si le total des lancements est supérieur ou égal à la valeur de lancement du sort, ce qui est le cas dans notre exemple. La tentative de lancement échoue si le total des dés de lancement est inférieur à la valeur de lancement du sort. Dans ce cas, le sort n'a pas été lancé. Et notez que si au moins 2 dés ont été utilisés à la tentative de lancement, ça peut donner un crépitement. Donc le crépitement, admettons que j'ai lancé mon sort et que j'ai fait 4 et 2 As. Pour une valeur de lancement de 8, donc 4 plus 1 plus 1, ça fait 6. J'étais maître magicien avec mon sorcier qui donne +1. Je passe à 7. Ce n'est pas suffisant, donc ma valeur de lancement, enfin mon sort échoue. Par contre, la règle crépitement dit que si j'avais utilisé au moins 2 dés pour lancer un sort et que cette tentative échoue, pour chaque As, je vais récupérer mes As et les remettre dans ma réserve de dés de magie. Donc, au début, j'avais 6 dés. J'ai fait mon lancement de sort à 3 dés. J'ai échoué. J'ai eu 2 As. Je récupère les As. Je perds par contre le 4. Donc, je retourne à 5 dés de magie. Ensuite, admettons que j'ai donc lancé mon sort avec succès. Donc, tout à l'heure, j'avais fait 4 plus 2 plus 2 avec mon +1 pour lancer les sorts. Donc l'adversaire peut tenter de le dissiper. Donc si la tentative de lancement de sort du joueur actif réussit, le joueur réactif peut tenter de le dissiper pour en empêcher les effets. Donc petit 1, le joueur réactif déclare combien de dés de magie il compte prendre dans sa réserve. Donc la réserve de l'adversaire, quand nous avons eu la carte de flux, donc nous avons 5 dés de magie, c'est pour les 2 joueurs, et 5 marqueurs voile pour le joueur actif. Donc ce qui veut dire c'est que le joueur réactif aura 5 dés de magie, puisqu'il est donné pour les 2 joueurs. Donc chacun a sa réserve. Donc le joueur réactif doit utiliser au moins 1 dé pour pouvoir faire sa tentative de dissipation. Il n'y a aucune limite, par contre, au nombre de dés de magie qu'il peut utiliser pour faire une tentative de dissipation. Concrètement, pour lancer un sort, je suis limité à 5 dés maximum. Si mon adversaire avait 6 dés de dissipation, il peut très bien utiliser ces 6 dés pour dissiper le sort. Donc le joueur réactif lance le nombre de dés choisis depuis sa réserve, additionnez les résultats des dés et ajoutez les éventuels modificateurs de dissipation. Donc si mon adversaire avait +1 pour dissiper, il ajoutera 1 à la valeur des dés. Et si vous dépassez donc, la valeur de votre adversaire, donc étant donné que j'ai fait 4 plus 2 plus 2, 8 et 1, 9, si j'arrive à faire 9 ou plus sur mes dés de dissipation, le sort est dissipé. Il faut noter aussi que si on utilise au moins 2 dés, tout comme la valeur quand vous lancez un sort, pour la dissipation, vous êtes aussi sujet à la règle crépitement qui dit que si vous utilisez au moins 2 dés, si vous avez raté la dissipation et que vous obtenez un As ou plusieurs As, vous récupérez les dés qui ont donné des As dans votre réserve de dissipation.
Ensuite, nous avons des règles supplémentaires modifiant les tentatives de lancement et de dissipation. Donc, nous avons les modificateurs magiques. Il existe plusieurs sources de modificateurs au G2D. Le modificateur le plus commun pour le G de lancement est un modificateur de +1 qu'ont les maîtres magiciens. Donc, c'est comme quand j'ai lancé mon sort. J'ai fait 8 sur mes dés, avec mes 3 dés. J'étais maître magicien, j'ai un modificateur de +1, donc ce qui me donne un 9. Il faut additionner ces modificateurs au G. Une fois que tous ces modificateurs ont été appliqués, le total de ces modificateurs ne peut ni dépasser un total de +2, ni descendre en dessous de -2. Concrètement, si j'étais un démon, le démon, dès qu'il lance un sort à 2D, il a un modificateur natif de +1. S'il est maître magicien, il a déjà le +1, il passe à +2. Si j'ai une autre source de modificateur, je ne peux pas aller au-delà pour avoir un +3. Et inversement, si j'avais des règles qui donnent une valeur de lancement de -1, et une autre source qui redonne -1, et encore une autre qui redonnerait -1, je ne sais pas si c'est possible puisque je n'ai pas tous les objets en tête, mais si c'est le cas, tout comme avoir un modificateur de +2, je ne pourrais pas descendre en dessous de -2. Nous avons également la règle supplémentaire qui est le crépitement, que je vous ai déjà expliqué. Donc c'est quand une tentative de lancement ou de dissipation échoue et qu'au moins 2 dés ont été utilisés pour cette tentative. Tous les dés de magie ayant obtenu un 1 naturel sont remis dans la réserve de dés de magie d'où ils proviennent. Notez que ceci ne s'applique pas aux tentatives de lancement réussies qui ont ensuite été dissipées. Donc si j'avais lancé la petite version du sort éveiller la bête, j'ai fait 4 +1 +1, 6 +1, 7. Si j'avais été dissipé, voilà, j'ai fait 9 en dissipation avec 2 dés. Donc ma tentative de lancement échoue, je ne récupère pas les 2 dés. Les 3 dés sont perdus et les 2 dés pour mon adversaire sont perdus. Il existe aussi un danger quand on fait de la magie qui sont appelés les fiascos. J'en ai vaguement parlé juste avant. Donc lorsqu'un joueur effectue un jet de lancement et qu'au moins 3 dés de magie ont la même valeur, la tentative de lancement déclenche un fiasco, que cette tentative de lancement est réussie ou non. Si la tentative de lancement est réussie et n'est pas dissipée, appliquez les effets du fiasco qui sont déterminés par la valeur obtenue des dés de magie. Concrètement, j'ai un sort, on va dire, éveiller la bête. Donc il y a une valeur de lancement de 6. Je jette 3 dés. Je ne vais pas tenter de le faire puisque j'ai une chance sur 216 de le faire et ça je le fais qu'en charge. Je sors un triplace. Donc ça me donne 3 sur les dés. J'ai +1 pour lancer les sorts, ce qui me fait 4. Pour une valeur de lancement de 5, la valeur de lancement échoue. J'ai obtenu un triple sur les dés. Je vais devoir résoudre le fiasco. Alors par contre, il ne faut pas que l'adversaire le dissipe si, admettons, j'avais fait un triple 2, donc ça me fait 6 + 1, 7, ça serait passé. Si mon adversaire le dissipe, je n'aurai pas de fiasco. S'il ne le dissipe pas, j'aurai ce fiasco. Mais quoi qu'il en soit, que le sort soit réussi à être lancé ou non, je vais devoir résoudre les fiascos s'il n'a pas été dissipé. Donc sur le résultat des dés, j'ai un tableau à appliquer, donc j'ai aussi des modificateurs tout comme les lancements de sorts. Donc si 3 dés de magie ont été utilisés pour le jet de lancement, appliquez un modificateur de fiasco de -1. Si je lance 5 dés de magie, j'ai un modificateur de +1. Il y a aussi d'autres modificateurs qui sont possibles, comme les flux, les cartes de flux. La flux numéro 1, vous voyez, on va faire un petit focus, hop là. Donc la flux numéro 1 me donne 4 dés de magie pour les 2 joueurs, donc 4 dés de magie et 4 dés de dissipation, 3 marqueurs voile pour le joueur actif,
Et tout fiasco de cette phase gagne un modificateur de plus 1. C'est-à-dire que si je fais un triple 2, ça va être transformé en triple 3. Inversement, l'afflux numéro 8, ici, me donne 7 dés de magie pour les deux joueurs, 7 marqueurs voile pour le joueur actif, et tout fiasco de cette phase subit un modificateur de moins 1. C'est-à-dire que si j'ai un fiasco à triple 2, ça deviendra un triple 1. Donc éventuellement, si je lance 3 dés sur l'afflux numéro 1 et que je fais un triple 2, mon modificateur est de plus 1 et moins 1, donc il restera à 2 car j'ai utilisé 3 dés de magie, donc j'ai fiasco moins 1, ce qui me fait que je passe à triple 1, et étant donné que c'est l'afflux numéro 1 qui me donne un fiasco avec plus 1, je repasse à 2. Si j'avais lancé 5 dés et que j'avais un triple 2, sur la carte numéro 1, j'ai un modificateur de fiasco de plus 2, puisque je fais triple 2, j'ai utilisé 5 dés, donc ça passe à triple 3, et je suis sur l'afflux numéro 1, je passe à triple 4. Alors, les effets de fiasco sont exclusivement faits sur des triples qu'on lance à partir de n'importe quel dé. Il ne faut pas forcément que tous les dés aient donné la même face. Donc là, à l'exemple, j'ai fait un triple 2, un 6 et un 3, j'ai un fiasco. Donc les effets du fiasco, ces effets ne s'appliquent qu'après la résolution des effets du sort et les éventuels attributs de la voix, à l'exception du triple 1. Donc si je fais un triple 0, admettons que j'ai jeté que 3 dés et que j'ai fait un triplace et que je n'ai pas que j'ai la carte numéro 8. Donc triplace, j'ai jeté que 3 dés, ça me fait moins 1, du coup ça me fait triple 0. Et l'afflux numéro 8 me donne moins 1 au modificateur de fiasco, du coup je partirai sur moins 1. Donc le triple 0 ou moins, il n'y a pas d'effet additionnel, donc le sort est lancé avec succès, j'applique l'attribut de la voix s'il y en a, et c'est tout ce qui se passe. Si mon résultat du fiasco avec modificateur me donne un triple 1, la tentative de lancement échoue, et appliquer la règle crépitement normalement. Ça veut dire que je vais récupérer mes dés. Si j'ai eu le triplace, bien sûr. Si je fais un triple 2 et que j'avais lancé 3 dés, ce qui me fait triplace, la règle crépitement ne va pas s'appliquer. Ensuite, nous avons le triple 2, donc ce qui est le feu sorcier. L'unité du lanceur subit un des 6 touches, pénétration d'armure 2 avec attaque magique. La force de ces touches est égale au nombre de dés de magie utilisés pour la valeur de lancement. Ce qui veut dire que si je fais le triple 2 sans modificateur, si mon unité était les lanciers, donc l'unité va subir un des 6 touches. Là j'ai fait un 2. Pénétration d'armure 2, donc ça on le verra sur les attaques, mais en gros si j'ai une armure, je vais avoir un modificateur de moins 2 sur cette armure. Attaque magique, qui peut avoir des effets sur certaines figurines. Et la force de ces touches est égale au nombre de dés utilisés. Donc là j'ai fait sur mon D6 2 touches, et je devrais avoir de la force 3, puisque j'ai utilisé 3 dés. Ensuite, nous avons le brasier magique. Donc l'unité du lanceur subit 2 des 6 touches, pénétration d'armure 2, attaque magique, donc comme le feu de sorcier. La force de ces touches est égale au nombre de dés utilisés pour la tentative de lancement. Donc c'est exactement comme le fiasco numéro 2, sauf que au lieu de subir 1 des 6 touches, ça sera 2 des 6 touches. Donc ici je jette 2 dés et ça fera le cumul des deux. Ensuite, nous avons le triple 4, donc le lanceur ne peut plus lancer le sort qu'il a provoqué lors du fiasco, et ce pour toute la partie. Donc le sort, vous l'avez lancé avec succès ou non, suivant le sort que c'est, et le sort, vous allez l'oublier. Ensuite, triple 5, contre-coup magique, donc le lanceur subit 2 touches qui blessent à 4+, pénétration d'armure 10, donc ça va enlever votre armure, et attaque magique. Donc vous allez jeter 2 dés, puisque c'est 2 touches,
Et sur chaque 4+, vous allez subir une blessure, pénétration d'armure 10, et voilà. Donc là, j'ai fait 2 et 4, donc il va subir une touche, enfin une blessure. Ensuite, nous avons le triple 6, qui est l'implosion magique. Le lanceur subit 4 touches qui blessent à 4+, pénétration d'armure 10 et attaque magique. Donc c'est comme le contre-coup magique, sauf qu'au lieu d'avoir 2 touches, il va subir 4 touches et sur du 4+. Donc là, j'ai fait doublas 1, 2 et 1, 5. Je vais avoir qu'une seule blessure. Et enfin, le triple 7 ou plus. Donc ça, c'est si, admettons, je lance un sort à 5 dés et que je fais au moins triple 6, j'ai un modificateur de fiasco de +1 étant donné que j'ai lancé 5 dés. Donc le lanceur est retiré comme perte sans sauvegarde d'aucune sorte. Donc ce qui veut dire tout simplement que vous prenez votre sorcier et vous le rangez dans votre mallette. Ensuite, on passe aux sorts liés plus en détail, donc j'en ai parlé juste avant. Donc les sorts liés peuvent être lancés même par des figurines qui ne sont pas des magiciens. Donc si j'ai un objet magique comme la baguette de bataille, ou n'importe lequel de mes personnages peut le lancer. Donc disposer d'un sort lié ne fait pas d'une figurine un magicien. Donc un sort lié est un sort habituellement contenu dans un objet magique. Les sorts liés ne peuvent être utilisés pour lancer une version améliorée du sort qui contiennent. Donc si j'ai un objet qui me dit que j'ai le sort boule de feu, je ne peux pas obtenir une version améliorée s'il y avait une version améliorée de ce sort. C'est toujours le plus basique. Un sort lié contenant un sort d'une voix avec un attribut de la voix contient automatiquement cet attribut de la voix. Donc si j'avais un objet qui contenait un sort du chamanisme, j'ai l'attribut de la voix qui va se lancer automatiquement dessus. Ensuite, il y a le niveau de puissance. Donc, comme je vous l'ai parlé tout à l'heure, tous les sorts liés ont 2 niveaux de puissance, donnés sous forme de valeurs entre parenthèses. En général, niveau de puissance 4/8. Donc, la première valeur est le niveau de puissance primaire du sort lié. Celle-ci est utilisée lorsqu'un sort lié est lancé avec 2 dés de magie. Donc, si j'ai ma réserve de dés, qui est de 6, je vais dire que je vais lancer mon sort lié avec la plus petite version, je vais donc prendre 2 dés. La deuxième valeur de niveau de puissance secondaire du sort lié est utilisée lorsque j'utilise 3 dés de magie. Donc au lieu d'en prendre 2, j'en prends 3. Ma valeur de lancement était de 4/8, donc c'est la version secondaire, c'est le 8. Et puis voilà. Donc lancer un sort lié, donc pour lancer un sort lié, ignore les règles normalement de tentative de lancement, donc je n'ai pas de jet à faire. Je dois dire donc dans quelle version elle est lancée et je dois juste défausser le nombre de dés utilisés. Par contre, pour que mon adversaire le dissipe, il doit prendre n'importe quel nombre de dés et il doit obtenir une valeur égale ou supérieure au niveau de puissance lancé. Donc si j'ai un niveau primaire qui a été lancé, donc de 4, je vais lancer 2 dés. Voilà, j'ai fait 10, j'ai dissipé le sort. J'aurais très bien pu lancer aussi un dé et je l'ai également dissipé en faisant ce 6. S'il fait de niveau secondaire, donc le 8, je lance 2 dés ou 3 dés. Bon, là j'ai fait 12, j'ai quand même pas mal de chance. Mais je peux aussi rater. Voilà, là j'ai fait 7 pour le 8, donc j'ai échoué sur ma valeur de dissipation. Ensuite, nous avons les effets magiques particuliers, donc comme le mouvement magique. Certains sorts ou capacités permettent à une unité d'effectuer un mouvement magique. Un mouvement magique est effectué comme s'il était affecté durant l'étape 3 de la séquence de la phase de mouvement, donc, qui est de déplacer les unités. Donc ça, on ne pourra pas charger avec, on pourra simplement se déplacer. C'est-à-dire qu'il est soumis aux mêmes règles et restrictions qu'il s'agisse d'une nouvelle sous-phase déplacer les unités. Concrètement, comme les ailes du corbeau du domaine de la sorcellerie, il me permet de faire un mouvement magique suivant ma valeur de lancement et je serai soumis aux restrictions des règles de déplacer les unités, plus les nouvelles capacités qui m'est données
par le sort. Par contre, les unités qui sont en fuite ou ébranlées, engagées au combat ou encore les unités avec la règle mouvement aléatoire ne peuvent donc pas se déplacer. Donc toute action habituellement autorisée pendant la sous-phase, déplacer des unités, peut être effectuée comme une roue, une reformation, quitter ou rejoindre une unité, etc. Donc mes unités en fuite ou qui ont raté une charge ou qui sont au combat, je ne pourrai pas les bouger avec un sort qui me permet d'effectuer un mouvement magique. Donc un mouvement magique a toujours une distance limitée, précisée. Par exemple, la cible peut faire un mouvement magique de 12 pas. Donc la valeur de mouvement simple et la valeur de marche forcée de la cible sont toujours égales à cette valeur pour la durée de ce lancement. Enfin de ce mouvement, pardon. Donc si j'ai un mouvement magique de 12, je ne pourrai pas aller au-delà, je peux aller jusqu'à 12 maximum, en prenant en compte les roues. Si je n'ai pas d'autres restrictions, je dois prendre toutes les précautions, on va dire, pour faire ce mouvement. Et une unité ne peut faire qu'un seul mouvement magique par phase de magie. Donc si j'avais un sort réplicable ou différents sorts qui me donnaient des mouvements magiques, une unité ne pourra être affectée qu'une seule fois. Nous avons aussi certains sorts qui permettent de récupérer des points de vie. Donc certains sorts ou capacités permettent de récupérer des points de vie perdus pendant la bataille. La quantité de points de vie récupérés est notée dans la capacité récupérer X points de vie qui est entre crochets. Récupérer des points de vie ne peut jamais ramener à la vie des figurines retirées comme perte, ni permettre à une figurine de dépasser ses points de vie initiaux. C'est-à-dire que si j'ai mon unité de lancier qui a perdu 3 figurines, la capacité à récupérer des points de vie ne me permet pas de ressusciter les figurines qui sont mortes. Récupérer les points de vie peuvent être sur des figurines qui ont plusieurs points de vie, comme les personnages, les chars, les monstres, la grosse cavalerie qui a 3 ou 4 points de vie. Donc s'il y a des figurines qui ont perdu des points de vie, je peux, comme c'est dit, récupérer. Je ne peux pas ressusciter. Ressusciter, c'est pour une autre catégorie de sorts. Donc les personnages à l'intérieur d'une unité combinée ne peuvent jamais récupérer de points de vie grâce à une capacité qui fait récupérer des points de vie à une unité. Concrètement, ils ne peuvent récupérer des points de vie que lorsqu'ils sont la seule cible du sort ou de la capacité. Et tout point de vie récupéré en excès est perdu. C'est-à-dire que si j'ai un locodonte à qui il restait un point de vie, si je peux en récupérer 3, mon locodonte ne va pas avoir 4 points de vie. Il va retourner à 3 et le point qui était en excédent est perdu. Ensuite, pour la règle, les personnages à l'intérieur d'une unité combinée ne peuvent jamais récupérer des points de vie grâce à une capacité qui fait récupérer des points de vie à l'unité. Donc ça veut dire que j'ai qu'un seul élément qui sera affecté. Ou du moins, si j'avais un personnage dans mon unité de locodonte et que mes locodontes avaient des points de vie perdus, donc admettons qu'il lui restait un point de vie ou deux, que j'avais un personnage dedans, on va prendre un exemple qui n'est pas possible en partie, et celui-ci avait perdu un point de vie, donc il lui en restait 3. Si j'ai un sort qui me permet de récupérer, admettons, 3 points de vie, ceci est une unité combinée, donc lui il va retourner à 3, mais lui ne pourra jamais récupérer de points de vie, puisque ça ne se transmet pas sur le personnage. Il faudrait que j'ai une capacité qui fait récupérer des points de vie à une unité. Pardon, je dis une bêtise, c'est pas à l'unité, c'est lorsqu'ils sont la seule cible du sort ou de la capacité, donc style focalisé ou quelque chose, là je pourrais cibler le personnage. Ensuite, autre capacité, c'est de ressusciter les points de vie. Donc là on a vu récupérer des points de vie, maintenant on peut ressusciter avec certains sorts des figurines. Donc ressusciter des points de vie utilise les mêmes règles que récupérer les points de vie, à l'exception que cela peut ramener à la vie des figurines retirées comme perte. Ressusciter des figurines
suit les règles et restrictions suivantes. D'abord, les figurines de l'unité, sauf les personnages, récupèrent tous leurs points de vie perdus, puis les figurines sont ramenées à la vie dans l'ordre suivant. Le champion, puis les figurines ordinaires, porte-étendard et musiciens y compris. Chaque figurine ressuscitée doit récupérer la totalité de ses points de vie avant qu'une autre figurine soit ressuscitée. Cela ne peut pas permettre à une unité de dépasser ses effectifs initiaux. Tout point de vie ressuscité en excès est perdu. Concrètement, j'ai une unité de locodonte qui était de 3 initialement. J'en ai perdu 2 entiers. Je peux lancer un sort qui me permettrait de ressusciter des figurines. Admettons que j'en récupère 2 sur mon sort. Je ne peux pas ressusciter 2 figurines avec un point de vie chacun. Je dois d'abord monter au point de vie maximum de la figurine. Donc là, si c'était 2 points de vie, je récupère une figurine avec 2 points de vie. Par contre, si j'avais récupéré 4 points de vie, donc j'avais un locodonte qui était survivant, j'en ai un qui revient, il a 3 points de vie, donc ça fait 1, 2, 3, il me reste un point de vie à ressusciter, j'ai le dernier locodonte qui revient avec un point de vie. Si j'avais plus de figurines et qu'il y avait l'état-major, je peux refaire revenir le champion, le musicien. Et par contre, si, admettons que j'avais une figurine qui était morte ici et que je récupérais 4 points de vie, donc l'effectif initial était de 3, je fais revenir 4 points de vie, donc ça me fait 1, 2, 3, il revient avec tous ses PV. Je n'ai pas une autre figurine qui arrive sur la table avec un point de vie. Je ne peux pas avoir plus que l'effectif initial de ma liste d'armées. Ensuite, second point, quand on ressuscite des points de vie, les figurines ressuscitées ne possédant pas la règle au premier rang, comme l'état-major ou d'autres capacités s'il y en a, doivent être placées au rang arrière. S'il est incomplet ou dans un nouveau rang arrière si le rang précédent est rempli. Dans les unités avec un seul rang, y compris les unités d'une seule figurine, vous pouvez soit placer la figurine ressuscitée au premier rang, soit déclarer que le rang avant est terminé et les positionner derrière celui-ci pour créer un nouveau rang. Toute figurine ressuscitée ne pouvant pas être placée dans une position réglementaire est perdue. Donc, ce qui veut dire que si j'avais une unité avec 5 figurines de front, que j'avais perdu des figurines, qu'elles n'ont pas la règle au premier rang, comme l'état-major, je dois les mettre sur le rang arrière jusqu'à compléter le rang. Je ne peux pas, admettons que je veuille ressusciter des figurines, admettons que j'en ai 5 à ressusciter, je ne peux pas dire que je vais placer 1, 2, 3, 4 et 5. Je ne peux pas compléter des rangs comme ça, je suis obligé de les mettre dans le rang arrière. Par contre, si, admettons, j'avais une figurine ennemie qui se trouvait à 1 pouce derrière, avec la règle du pouce d'écart, je n'arriverai pas à ressusciter des figurines par manque de place, puisque je serai à moins d'1 pouce de l'unité ennemie, ce qui veut dire que je ne pourrai pas ressusciter les figurines. Autre point aussi, ces effets ne permettent pas de récupérer des effets avec la règle usage unique déjà utilisé ou des objets spéciaux et autres équipements déjà détruits. Donc si j'avais, admettons, une bannière magique, que j'avais perdu mon étendard, que j'avais déjà utilisé cette bannière magique à usage unique,
Si je ressuscite la bannière, la bannière ne sera pas magique et je ne récupérerai pas cet effet de bannière. Un dernier point sur les figurines que l'on ressuscite. Donc les figurines ressuscitées sont soumises aux mêmes effets continus que leurs unités et comptent comme étant en charge si leur unité était en charge. Donc si j'ai une unité de cavalerie avec des armes qui me donnent un bonus de charge et que je relève des figurines, les figurines relevées auront les bonus de charge. Pareil, si je suis sous l'effet d'un sort de l'unité et qu'après, admettons que je mette le sort éveiller la bête qui me booste mon unité, les figurines qui seront relevées auront également ce bonus du sort. Et enfin, dernière règle sur les figurines que l'on ressuscite, une figurine ressuscitée avec la règle au premier rang doit être placée le plus en avant possible de l'unité en déplaçant les figurines ordinaires si besoin. Les figurines ordinaires ainsi déplacées sont repositionnées en utilisant les règles des figurines ressuscitées, sans la règle au premier rang. Si la figurine déplacée ne peut pas être placée dans une position autorisée, la figurine avec premier rang ne peut être ressuscitée. Concrètement, j'ai une unité de plusieurs locodontes, alors il va falloir que j'aille en chercher. Voilà, donc mon unité de locodonte est en rang de 2. Je me suis fait astropoutrer par un personnage, mon champion. J'ai une capacité qui me permet de ressusciter des figurines. Donc la figurine qui va être ressuscitée est le champion, puisque ma liste en bénéficiait. Du coup, il a la règle au premier rang. Donc au lieu d'être sur le rang de derrière, mon champion a la règle au premier rang. Il faut que je le mette en avant le plus possible, sachant que ma formation était sur un front de 2, je ne peux pas le mettre ici en 3, ce n'est pas légal. Donc il faut que j'ai ma règle au premier rang, que je le mette le plus en avant possible. J'ai des figurines ordinaires à l'arrière, donc celle-ci ou l'autre à côté est poussée, et je peux placer mon champion derrière. Par contre, si je reviens dessus, admettons que je suis là, que j'ai un char qui est engagé au combat ou même pas un pas derrière ou un peu plus loin. Je veux ressusciter des figurines étant donné que je ne peux ni la placer sur le côté pour rallonger mon front. Je ne peux pas la mettre dans une position réglementaire au premier rang puisque celle de l'arrière ne pourra pas venir, puisqu'il y a le char, je n'ai pas la place de le mettre. Ce qui veut dire que mon champion ne peut pas être ressuscité. Et enfin, pour clore la phase de magie, donc il y a les unités invoquées, comme l'invocation totémique. Donc les unités invoquées sont des unités créées pendant la partie. Toutes les figurines d'une unité nouvellement invoquée doivent être déployées à portée du sort ou de la capacité. Donc mon invocation totémique, qui a une valeur de 10 ou 12, portée 96 pas, donc l'unité doit être dans un rayon de 96 pas en ayant les restrictions du sort, mais elle doit être placée à 96 pas de mon lanceur. De plus, les figurines invoquées doivent être placées à 1 pouce ou moins de toute autre unité ou terrain infranchissable. Ce qui veut dire que si j'ai mes restrictions de mon sort qui sont respectées, je ne peux pas engager l'unité invoquée dans un corps à corps ou que je les mette à moins d'un pas d'un terrain infranchissable. Si l'unité ne peut pas être déployée en entier, alors aucune figurine ne peut être déployée. Une fois invoquées, ces unités comptent comme des unités ordinaires appartenant au camp du lanceur de sort. Elles n'apportent aucun point de victoire à l'adversaire quand elles sont détruites. Donc ça, c'est si je voulais, comme les unités de morts-vivants, j'ai la possibilité de créer des squelettes, créer des zombies. Voilà. Si pour quelque raison que ce soit, je n'ai pas la place de les mettre dans une position légale,
soit parce que je ne respecte pas le pouce d'écart ou parce que le lanceur n'a pas une portée suffisante pour pouvoir les placer entièrement, parce qu'il y a des unités ennemies qui gênent, les unités ne sont pas invoquées. Par contre, les unités invoquées, donc comme il est précisé, si je invoque une invocation totémique, donc je place ma bête, si mon adversaire me poutre la bête, il ne rapporte aucun point de victoire. Tout comme les unités invoquées comme des zombies ou pas, les unités créées, l'adversaire, quand ils vont les détruire, n'auront aucun bonus lors de la fin de la partie. Voilà, donc nous venons de finir la phase de magie. Donc en premier lieu, on tire la carte, on génère les dés, on prend nos marqueurs voiles, on convertit les marqueurs voiles en dés de magie. Ensuite, on désigne quel sorcier lance le sort, la cible, la version du sort, si elle est améliorée ou pas. On lance les dés, on regarde si les sorts ont atteint la valeur de lancement. Si elle est atteinte et que l'adversaire décide de ne pas le dissiper, puisque ce n'est pas obligatoire, ou si la tentative de dissipation échoue, donc on résout les effets du sort et de l'attribut du domaine, ainsi que les éventuels fiascos. Ensuite, on passe à un autre magicien qui peut lancer également des sorts, donc on répète l'étape. Ensuite, on passe à un autre magicien où on peut revenir sur le magicien qui avait lancé un sort précédemment. On n'est pas obligé de lancer les sorts, tous les sorts d'un seul magicien avant de passer à un autre. Vous pouvez switcher, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour la dissipation, vous faites comme vous voulez, soit vous lancez les sorts, soit vous laissez les sorts passer, soit vous les dissipez. Et ensuite, une fois que vous avez résolu les sorts, la fin de magie s'arrête. Donc j'espère que cette vidéo, je bafouille, cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour la phase de tir.